Salut les amis, on était impatients de vous retrouver sur Aquitélé. Ce sont les rencontres de Christophe, un mois d'abstinence et on n'en pouvait plus. On est donc ravis de vous accueillir de nouveau dans notre émission qui se veut bimensuelle, trimensuelle, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, c'est un plaisir d'accueillir une auteure de talent que j'ai découvert complètement par hasard il y a peu, qui d'abord est spécialisée sur les livres de la petite enfance, mais qui s'est essayée à faire quelque chose de totalement nouveau pour elle. Il s'agit d'un premier roman, c'est toujours extrêmement important, un premier roman. Le titre est pas si évocateur que cela, je vais le lui dire dans quelques instants, il s'agit de Palogia. Valérie Delator, quel plaisir de te retrouver dans un endroit dont nous disions sur les réseaux sociaux qu'il était complètement insolite, tu confirmes? Je vous confirme, je te confirme même d'ailleurs. Oui, bonjour et puis merci de m'accueillir Christophe. On s'expliquera tout à l'heure sur le choix du titre, je te laisserai m'amener jusque-là. Mais effectivement, cet endroit ne pouvait pas mieux tomber parce qu'effectivement, dans le roman, eh bien, il y a une scène dans un carrellet, on y viendra tout à l'heure. Donc merci de m'inviter ici particulièrement. Alors c'est un endroit où je prends mes quartiers d'été. Je vais remercier tout de suite Sophie et Jean-Louis Founot. Sophie est enseignante à Bègles. Jean-Louis est également enseignant, mais il me prête régulièrement depuis 4 ans ce bungalow, ce carrellet, on va l'appeler comme cela. Et j'en suis à la 4e interview ici, puisqu'on avait reçu Christian Bagat, on avait reçu Claude de Rioren, et on avait reçu celui qui a souvent fait les caricatures, les couvertures de mes livres, qui sont souvent des caricatures, c'est Mika. Donc tu es la 4e à venir ici en quelque sorte. Alors Valérie, d'abord, une auteure de livres pour la jeunesse, tu les as ici, tu vas nous les présenter, tu vas les présenter devant la caméra. Rien ne te prédestinait, pas plus que moi à devenir animateur, toi à devenir auteur, parce que normalement tu étais une enseignante, tu as suivi la filière classique, tes parents étaient instits comme on dit, et puis peut-être avais-tu envie de créer davantage qu'on ne le fait dans l'enseignement, malheureusement pourrait-on dire. Alors ça s'est quand même passé dans l'autre sens, c'est qu'au tout départ, dans ma très jeune enfance, je voulais être écrivain et on m'a vite fait comprendre que ce n'était pas ce qu'on appelait vraiment un métier. Donc j'ai un peu mis un mouchoir là-dessus. Passe ton bac d'abord. Exactement, passe ton bac d'abord, fais des études avec un vrai métier. Et donc effectivement, je suis devenue professeure des écoles, qui était un métier qui me plaisait beaucoup. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que l'envie d'écrire ne m'avait pas lâchée. Et donc en parallèle de ça, j'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite. Et tu continues à écrire tous les jours. C'est ça qui m'a impressionné quand tu m'as J'écris tous les jours depuis que j'ai 6 ans. Tous les jours. Ouais. Et donc le lien avec le professorat des écoles, donc j'ai exercé ce métier pendant plus d'une vingtaine d'années. Et effectivement, quand on enseigne à des enfants de la maternelle au CM2 pendant des années, on est quand même amené à bien connaître cette tranche d'âge, enfin ces tranches d'âge, à connaître leur goût, à connaître leur centre d'intérêt, à connaître leurs compétences et à voir ce qu'on peut éventuellement leur apporter. Donc c'est quand même assez naturellement que je me suis tournée vers la littérature jeunesse plutôt dans un premier temps. Est-ce que ces ouvrages leur permettent de mieux appréhender la lecture, développent leur imagination? Est-ce qu'ils sont indispensables à fréquenter pour les plus jeunes? Parce que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Oui, alors à mon sens, oui, parce que ça apporte vraiment, ça apporte autre chose que tout ce qu'on peut proposer comme méthode, on va dire, traditionnelle dans les classes, tout en sachant que les albums, les romans jeunesse ont évidemment leur place à l'école. Mais moi, quand je les écris, je ne les écris pas dans une visée pédagogique. Parce que je n'ai pas ma casquette de professeur des écoles, puisque je ne le suis plus d'ailleurs. Mais je les écris. Tu ne l'es plus aujourd'hui. Je ne le suis plus aujourd'hui. C'est surtout une visée, effectivement, essayer de leur ouvrir des portes, leur proposer quelque chose d'imaginaire, des univers. Alors, soit qui ressemblent aux leurs, qui sont quand même similaires de ce qu'eux peuvent connaître dans la vie quotidienne, soit au contraire des choses complètement éloignées de leur monde à eux, ou même de la réalité tout court. Voilà. Et donc j'écris des choses aussi bien très ludiques pour les tout petits, que plutôt historiques, que très réalistes, enfin ça dépend. Voilà. Présente-nous un petit peu quelques-uns de ces Bien sûr, ouvrages. Alors bon, je ne vais pas tous les présenter parce que j'en ai quand même écrit 22. Est-ce qu'il y a un best-seller là-dedans? Ah, c'est difficile à dire. J'en ai écrit 22 en 10 ans, donc j'ai juste amené une petite sélection on va dire des plus récentes, ces 2-3 dernières années. Alors j'écris par exemple des albums. Alors je ne vais pas en parler longuement, mais je les montre tout de même. Donc La petite voleuse du moulin, qui est paru aux éditions Il était un e-book, qui est une petite maison d'édition qui monte et qui se trouve en Dordogne, à Montpont-Ménestérol. Et que tu avais présenté au moulin de Porchère, où nous sommes que j'ai présenté, longtemps, tout à fait, voilà, exactement, au moulin de Porchère, voilà. À Camp-sur-Lys. Bref, donc un album, voilà,
pour les Alors, il y a petits. l'illustration aussi qui est très importante parce que ta difficulté, c'est que non seulement il faut les écrire, mais il faut aussi les illustrer. Tu ne les illustres pas. Tu es donc Moi, je ne obligé dessine pas. de partager Oui. les revenus de ces ventes avec une illustratrice. Tout c'est à fait. cela. Alors moi, en fait, j'écris mes textes, Oui. mes textes seuls, je les soumets à des éditeurs. Oui. Et quand on signe un contrat, c'est souvent l'éditeur qui choisit le. Tu ne choisis pas l'illustrateur. Je peux proposer des noms, mais c'est souvent, enfin en tout cas moi dans mon cas, c'est souvent comme ça que ça s'est passé. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Marion Guillon-Rioux pour cet album-là, parce que l'éditrice avait sélectionné cette voleuse du moulin. illustratrice. Voilà. Bon, rapidement, chez le même éditeur, j'ai aussi écrit des choses radicalement différentes, puisque là on est dans le monde des 4-7 ans, on va dire, et là on est plutôt dans les 9-12 ans. Et c'est une petite série d'enquêtes, de petits polars jeunesse. Le tome 1 est celui-ci d'ailleurs, et vraiment en 2 mots. Bernard Minet de la jeunesse, et toi Valérie? C'est un peu ça. C'est flatteur. En 2 mots, on retrouve toujours les 3 mêmes personnages et leurs chiens qui partent en vacances, et à chaque fois qu'ils sont sur un lieu de vacances, ils tombent sur une énigme, quelque chose qui les intrigue, sur lequel ils ont envie de faire une enquête le plus possible sans les adultes. Donc dans le tome 1, qui s'appelle Mystère chez l'antiquaire, ils vont résoudre un vol de bijoux, et dans le tome 2, ils vont résoudre un vol de livres dans une librairie. Et la série s'appelle Le Trio Enquête. En exclusivité, je vous annonce que le tome 3 sort en février 2023. Donc voilà, ça c'est un même éditeur, et ce sont déjà des choses très différentes. Brièvement, mon petit dernier qui est sorti au mois de juillet, qui s'appelle Crocodile, qui est sorti aux éditions Ex-Aequo. Donc là, Même éditeur que cet ouvrage. exactement, le même éditeur que Palogia chez Ex-Aequo. Et donc là, c'est l'histoire d'un petit crocodile qui a perdu sa syllabe le dans le mot, et dans le dessin, il a perdu sa queue. Donc on le suit dans toute l'histoire. Il est en quête d'une syllabe le pour essayer de voir s'il peut récupérer, il peut gommer sa différence, parce que dans le cas présent, il voudrait être comme les autres. Et finalement, on va voir si ça se produit ou pas. Un album assez ludique parce qu'il y a, c'est pas évident à montrer pour moi, pardon. Un album assez ludique parce qu'il y a à la fois un texte classique et à la fois des petits passages. Voilà, alors des petits jeux et des passages un petit peu BD, c'est ce que j'essaie de vous montrer avec un peu de difficulté, voilà. Des passages avec des bulles aussi, voilà. Donc Crocodile aux éditions Ex-Aequo, donc j'écris aussi des albums effectivement. Dans un autre registre, c'est aussi un album, mais là on change de tranche d'âge, puisqu'on part au XVIIIe siècle, dans Bordeaux Centre. Et on reconnaît le Grand Théâtre. Avec le Grand Théâtre de Bordeaux, et on part dans une tranche d'âge au-delà de 10 ans. Donc c'est pour les enfants à partir de 10 ans et pour les adultes évidemment. Et celui-ci s'appelle Jean de la Rousselle, il est paru aux éditions Milatea, une maison d'édition bordelaise, enfin de Gironde. Et je vous montre brièvement, c'est un album avec beaucoup de textes, et néanmoins de très très belles illustrations qui sont de Benoît Lacou. Viens voir les comédiens. C'est un peu ça, voilà. C'est ça, Voilà, donc là on est dans un album, mais pour les grands. J'ai juste oublié de préciser le nom de l'illustratrice de celui-ci, c'est Maëlys Cassaigne. Et par exemple, je pourrais finir, j'en ai d'autres, mais brièvement, avec ces deux-là, qui ont une petite particularité, c'est que ce sont des livres vraiment aménagés pour les enfants qui sont dyslexiques. Donc il s'appelle Mon copain tahitien, Bat et Mat. Celui-ci fait suite à celui-là. Et c'est paru aux éditions La Plume de l'Argilette, dont vraiment la spécificité est les livres pour les enfants dyslexiques. Alors, ça, c'était ton fonds de commerce. Exactement. Ça l'est ton corps. Exactement. C'est-à-dire, globalement, on va dire que tu es connue dans le monde de l'édition comme étant une écrivaine pour les jeunes, pour les enfants. Et là, avec ce livre qui s'appelle Palogia, qu'on va présenter, on va même présenter l'exemplaire sans les petits papiers que tu as amenés, tu prends un risque, tu es complètement à contre-emploi. Alors la curiosité de ce livre, et c'est bien la raison pour laquelle j'ai voulu que nous en parlions ici, c'est qu'il nous amène dans des univers qui ne vont pas nous surprendre à nous, parce que notamment il y a une scène d'amour dans un carlet, assez incroyable, faut-il rappeler pour tous ceux qui nous regardent en France, qui ne sont pas de la région, qu'un carlet c'est une petite cabane de pêcheurs, on ne sait jamais, si on nous regarde à Lille, on n'est pas censé savoir ce que c'est qu'un carlet. Un carlet, c'était la petite maison de pêcheurs traditionnelle sur les bords d'un fleuve. On en a ici sur la Garonne, on en a également sur la Dordogne. Alors une scène d'amour dans ce roman, dans un carlet. On a également une petite balade en Aquitaine, on se retrouve à Pau, semble-t-il, on se retrouve également à Biarritz. Voilà, donc c'est
une petite circonvolution donc dans la Nouvelle-Aquitaine, ou même l'ancienne Aquitaine. Et ce sont des lieux, bien sûr, qui sont familiers aux Girondins, aux Béarnais, aux Basco-Béarnais, mais peut-être pas forcément aux autres. En tout cas, il y a une connotation incontestablement locale à laquelle tu tiens. Tu es né où? Tu viens d'où? Parce qu'on ne l'a pas précisé. Alors moi je suis née à Pau, je suis béarnaise d'origine. Ah, ceci explique cela. Et j'ai grandi à Mourinx, Oui. que j'ai quitté pour aller faire mes études. Oui. Oui. Mais tu es donc vraiment du cru, alors maintenant installée à Bordeaux, j'imagine. Depuis plus de 35 ans, oui. Oui, bordelaise de cœur, tout au Exactement. moins. Alors, Palogia, d'abord ce titre. Moi, je me suis dit, on aurait peut-être pu en trouver un autre. Moi, je te propose un titre auquel j'ai pensé, Palogia à corps défendu. Ah, pourquoi pas? Parce que justement, les corps sont défendus, les corps se mélangent, mais ils n'auraient pas dû le faire. On va raconter brièvement l'intrigue de ce roman. Mais le titre Palogia, c'est une île qui n'existe pas. Non, alors, je te confirme que c'est une île. Je souhaitais pour le dénouement de mon livre un lieu méditerranéen, un lieu estival qui fasse un peu rêver. Et je voulais le situer en Italie pour des raisons que je n'explique pas. Ce sont des endroits où tu as passé des vacances, exact. peut-être? Mais justement, non, je ne suis jamais allée. Je suis allée dans les grandes villes. Je suis allée à Florence, je suis allée à Milan, mais je ville suis de pas culture, allée... mais pas Voilà. balnéaire. Et donc, j'avais pas d'exemple concret dans mon vécu d'expérience sur le littoral italien ou sur une petite île italienne. Donc, j'en ai inventé une qui s'appelle Palogia, que j'ai située au sud de Gênes. Ouais. Mais elle n'existe pas, je te confirme qu'elle n'existe pas. La côte Ligure. Exactement. Voilà. Mais elle est sortie tout droit de mon imagination. Alors, Palogia, j'ai tout de suite pensé, moi, à Palombagia, une plage évidemment que tout le monde connaît en Corse parce que ça se termine de la même façon. Ça t'a inspiré ou pas, la Corse? Pas du tout. Non. Pas plus que ça. J'y suis allée, hein, mais non, ça m'a pas. Non, du tout. Alors, à le dire aux lecteurs qui vont regarder, qui vont acheter cet ouvrage, je l'espère, et qui le compulseront bien avec passion comme je l'ai fait, il s'agit d'une histoire dont la moitié se déroule uniquement à Palogia, parce que toute la première partie de l'intrigue, elle se situe dans la région. En gros, il y a 2 étapes. On va rappeler un petit peu le synopsis de ce livre. 5 personnages. Oui. Alors, il y a la tentatrice. On va l'appeler comme ça. Si on se croirait un peu dans les émissions de télé-réalité. Qui s'appelle Amélie. Amélie, la tentatrice. Il y a également les autres personnages qui sont Bertrand, qui est un espèce de bobo qui a la tête d'un cabinet conseil en stratégie d'entreprise. Marc, qui lui tient une galerie d'art. Ils sont potes tous les deux. Exactement. Et puis il y a leurs femmes qui sont également copines. Véronique, qui est la femme de Bertrand, Brigitte, qui est la femme de Marc, et qui sont elles-mêmes 2 infirmières. Ces couples finalement se côtoient assez régulièrement. On est dans une histoire assez commune, si ce n'est qu'à un moment donné, eh bien, le poids de l'habitude va prendre le dessus, et que le couple qui semblait très bien fonctionner, Bertrand-Véronique, eh bien, on va s'apercevoir que peu à peu, il va se dissoudre d'une certaine façon jusqu'à se rompre définitivement, comme on va le voir à la fin de ton roman. Je te propose de lire un petit extrait de cet ouvrage sur la routine qui peut s'installer, tu sais, dans un couple lorsqu'on vit ensemble depuis 15 à 20 ans. Alors, il s'avère que Véronique est une excellente cuisinière. Et tu nous dis à la page 16, « Depuis combien d'années lui concoctait-elle ce même plat en se réfugiant derrière les recommandations culinaires ancestrales de la lignée des femmes de sa famille? Quand oserait-elle s'aventurer à expérimenter autre chose? Les enfants partis depuis longtemps, il n'était que 2 à pouvoir juger du résultat. Samuel, qui travaillait à présent en Allemagne, et Gauthier, qui finissait son internat de médecine à Paris, venait rarement à Bordeaux. 2 ou 3 fois l'an, peut-être. Il n'y avait plus qu'elle et lui, les yeux dans les yeux. Où était le problème? À ces occasions, elle lui donnait l'impression d'avoir 20 ans de plus. Mais elle avait des excuses, la vie l'avait rendue craintive, le deuil de ses parents semblait chez elle quelque chose d'insurmontable. Une énigme demeurait pourtant aux yeux de Bertrand. Alors moi, je retiens de ce passage une phrase. Elle lui donnait l'impression d'avoir 20 ans de plus. Est-ce que le poids de l'habitude te fait vieillir prématurément, Valérie? J'en suis pas convaincue, mais c'est ce que j'ai voulu restituer dans cette histoire. Je voulais essayer de distiller quelque part dans la vie de ce couple des éléments qui soient
des exemples de la routine. Et donc j'ai trouvé ce biais de cette routine culinaire avec cette femme qui cuisine Une beaucoup, excellente cuisinière. mais qui fait toujours les mêmes plats. Et Ouais. Bertrand en a marre. Et voilà, et d'un autre côté, il n'a pas tant de choses que ça à lui reprocher. Mais bon, ça fait partie de cette Si routine tu veux retenir qui un homme, l'agace il un faut peu. faire de la bonne cuisine. Ah, je peux pas te dire parce que je cuisine extrêmement mal et la cuisine ne m'intéresse pas. Donc je ne sais pas. Mais voilà, donc c'était, on va dire, non pas stratégique de la part de l'écrivain que je suis, mais ça faisait quand même partie des petits éléments que j'avais choisi d'insérer dans le roman pour créer une routine. C'était ces petits plats qui revenaient sans cesse aussi. Voilà. Alors c'est une routine qui s'installe, il faut le dire, dans un couple bourgeois, parce que Oui. la vie de, Bien sûr, oui. de ces deux couples, bon, c'est Oui, la oui, on vie est de gens d'accord. qui vont bien. Mhm. Hein, bon, ils vivent à Bordeaux, Oui, un couple ils ont des a moyens. une jolie échoppe. Voilà aussi, on va expliquer à tous ceux qui ne connaissent pas Bordeaux que l'échoppe, c'est une maison traditionnelle à Bordeaux. Ils sont dans un lieu, bon, je dirais, particulièrement sympa. Ils n'ont pas de problème de fin de mois, quoi. Non, 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 on est c'est d'accord. moins qu'on puisse dire. On est d'accord. Est-ce que la routine peut plus facilement s'installer chez les bourgeois que chez les autres, ou est-ce que c'est la même chose finalement? Est-ce qu'on est tous menacés par la routine? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas être menacé par la routine dans un couple? Tu me poses une question qui est bien vaste, à laquelle je ne me sens pas légitime de répondre. Se remettre en question régulièrement? Ben, probablement, probablement. Non, le problème principal du personnage principal, de Bertrand, c'est que justement, il avait surtout tellement le nez dans le guidon d'un point de vue professionnel, Oui. qu'il s'est laissé porter dans des situations, dans des choix de vie tout au long de sa vie, et il arrive à peu près à la cinquantaine, en s'apercevant que finalement, il n'a pas forcément consciemment choisi tout ce qu'il a décidé dans sa vie, et il se retrouve voilà, dans cette vie d'homme qui a une situation aisée, entrepreneur, marié à une femme à laquelle dans le fond il n'a pas vraiment grand-chose à reprocher, si ce n'est ce côté peut-être un peu routinier, mais qu'il a laissé s'installer lui aussi. Il a sa part de faute là-dedans, donc voilà. La routine, c'est peut-être aussi un manque de sensualité. Et s'il y a une chose qui est présente dans ton ouvrage, c'est bien cette caractéristique. Ouais. Je lis un deuxième passage de ce roman, Palogia, et je vais cette fois-ci à la page 60, je lirai aussi un extrait de la page 62-63. Là, nous allons parler d'Amélie, la tentatrice dont je parlais. La voici, la voilà, tu l'as décrite de telle façon. Vêtue d'un pantalon sombre près du corps et d'un chemisier dans une étoffe fluide, elle semblait attendre sa commande. Amélie, c'était elle. Il l'aurait reconnue entre mille et s'approcha. Elle saisit le gobelet en carton que lui tendait l'hôtesse et se retourna en prenant garde de ne pas déséquilibrer les guéridons alentour avec son sac à main. Le tissu fluide de son chemisier bougeait de façon aérienne à chacun de ses mouvements. Elle leva les yeux et l'aperçut. Un large sourire éclaira son visage. Et je lis un deuxième extrait tout de suite qui montre cette sensualité. C'est le baiser qui est sensuel par excellence. Le premier baiser entre Bertrand et Amélie. Aucune parole de toutes celles qu'il avait préparées ne parvint pourtant à franchir ses lèvres et il l'embrassa. En un instant bref, comme une étoile filante, toute la substance rêvée d'Amélie prit corps sur ses lèvres. Il ouvrit les yeux et vit les siens étonnés. « Je suis désolé », s'excusa-t-il. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. » En lieu et place de la gifle à laquelle il s'attendait, il reçut un baiser en retour et il comprit enfin les raisons de tout ce trouble qui s'était emparé de lui depuis le séminaire de Pau. Ils se retrouvèrent soudain sans savoir quoi dire, ne sachant pas non plus se quitter des yeux, immobiles et silencieux, comme abasourdis par ce qui venait de se produire. Autour d'eux, seul le bruit des vagues emplissait l'air de son chant immuable. Parce qu'on est à Biarritz. Donc Me à présent, semble-t-il, on n'est pas À ce moment-là, au oui. bord du Carlet, on va s'y retrouver, mais là, on est à Biarritz. La sensualité, est-ce que tous les couples en ont? Est-ce qu'il est... Alors, on en a forcément dans une... Est-ce que d'abord, est-ce que c'est un sentiment? Comment peut-on caractériser la sensualité? C'est pas un sentiment, c'est un état de fait. C'est quoi la C'est sensualité? difficile, c'est un ensemble de choses. Comment de- définir la Eh ben, je sensualité? ne sais pas. Des sens exacerbés. Des sens exacerbés, peut-être des choses que l'on dégage aussi, Oui. qu'une personne dégage, des attitudes. Ça s'apprend? Ou ça s'apprend pas? Alors On je ne la dirais sent pas que ça souvent. s'apprend, mais je dirais que ça se cultive. Qu'est-ce que c'est que la sensualité chez un homme? Alors là, Je vais te c'est poser une- la question. Je vais Eh poser oui. la question d'un homme à une femme. Ouais. C'est quoi la Eh ben, sensualité chez un homme? c'est du même registre. Ça se passe dans des attitudes, dans un savoir-être, dans... Qu'est-ce qui a pu t'attirer chez un homme? Ah là, vaste question.
Ben, je vais tourner en boucle, mais Parce je que vais dire la même j'imagine chose. que quand tu écris un livre comme Oui. celui-là, il y a un peu de toi-même quand même. Alors, il y a un peu de moi-même. Forcément. Il y a un peu de moi-même dans différents personnages, en fait. Tu- Je ne tu- suis pas tu- l'un ou l'autre des personnages. en C'est réalité. difficile d'écrire et de plagier un homme quand on est une femme. Parce Alors. que finalement, tu as dans ton écriture une écriture de femme qu'on reconnaît, bah, notamment sur le baiser. Parce que je crois que ce que tu dis sur le baiser, je ne pense pas qu'un homme puisse le dire de la même façon. Tu le dis parce que c'est une femme qui l'écrit. Et je repose la question, qu'est-ce que c'est la sensualité chez un homme? Et toi, Valérie de la Torre, quand tu voyais quelqu'un, tu pouvais te dire, il a de la sensualité. C'est quoi? Alors moi, c'est vraiment du registre de ce que l'homme dégage. De ce que l'homme dégage. Alors ça peut être physique, vocal, dans les attitudes, dans une intelligence de comportement, enfin ça peut être plein de choses. Dans les mots, évidemment, dans le choix des mots, parce que moi je suis très sensible aux mots. C'est une question très difficile c'est très difficile de définir ça. Mais Et comment tu le fais passer dans un roman, quand tu écris? Alors, je mets un temps infini à choisir mes mots. Ouais. Je peux mettre... je peux rester une demi-heure sur la même phrase. Tu à m'as la beaucoup retenir sur le même surpris. sens. Je fais partie de ceux qui écrivent très vite. Oui, pas moi. Et toi, tu écris très lentement. Tu Non. as écrit ce livre en 2 ans, m'as-tu dit? Ah oui, mais alors attends, il faut Alors, resituer le cadre. entrecoupé et de pause, hein, Je évidemment. l'ai écrit en 2 Ouais. ans, avec plein de projets jeunesse à côté. C'est ça. Mais j'avais aussi besoin d'un certain temps de maturation pour ce roman-là, qui était mon premier roman adulte. C'était la première fois que je m'adressais à des adultes. Donc il a fallu que je me mette dans une autre posture d'écrivain. On n'écrit pas de la même manière pour des enfants et pour des adultes. Techniquement, évidemment, c'est pas la même chose. Et même, moi, j'avais besoin de digérer des choses, de m'imprégner de choses. Je me suis beaucoup déplacée ici, j'ai beaucoup marché, je me suis beaucoup promenée, j'ai beaucoup lu. Je me suis imprégnée de plein d'endroits pour essayer de restituer justement. Je suis sensible aux détails. Donc dans une ambiance là autour de nous, je suis sensible à plein de petits détails. Pour pouvoir les restituer dans un livre, les détails, il faut être capable de s'en imprégner. Voilà. Je rebondis juste 2 secondes sur ce que tu as dit au sujet du fait que j'avais écrit au nom d'un homme. Puisque dans le livre, j'écris au nom de Bertrand. Et c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Ça, c'est un choix technique de ma part. Je me suis souvent demandé, dans ma vie de femme, qu'est-ce qui faisait qu'un homme pouvait, à un moment donné, craquer pour une femme dans le cadre d'une liaison, que cette liaison pouvait demeurer simplement une liaison, pouvait prendre une autre tournure. Qu'est-ce qui fait qu'un homme... Alors, craquer au point de changer sa vie. Parce que des hommes qui craquent pour des femmes, Mais- c'est-à-dire l'adultère Oui. classique pour une passade de vacances ou quoi que ce soit, c'est très différent de ce qui se passe dans la vie de Bertrand. Je suis d'accord. Là, c'est un tsunami, il emploie à plusieurs reprises le terme de tsunami qui va l'amener à quitter sa femme. Et franchement, les hommes ne sont pas très courageux la plupart du temps Alors, dans ce cas de figure. On est est d'accord. d'accord, on n'en dira pas trop pour pas divulgacher la fin, comme on dit Ouais. selon l'Académie française. Non, ce qui était important pour moi, c'est que c'était effectivement ce moment de basculement. Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui a une liaison, soudain, va faire en sorte que ça reste simplement une liaison où il y a pas. une fin, ou bien ça bascule vers autre chose de plus sérieux. courage de Voilà, l'acheter. exactement. Bon. Je crois. Et donc cette question m'intéressait, parce qu'en tant que femme, je me la suis Ouais. déjà posée. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me glisser dans la peau de Bertrand, dans la peau de l'homme, pour voir comment il pouvait réfléchir dans telle et telle étape de sa situation. Là, qu'est-ce qu'un homme a pu se demander dans cette situation-là? C'est pour ça que j'ai voulu, à un moment donné, me glisser dans la Ça peau sent de le Bertrand. vécu, ça, non, Valérie? Ben, il y a forcément des moments de vécu de ma vie de femme dans ce livre, mais je ne te dirai pas lesquels. Et probablement que les morceaux de vécu sont dans différents personnages. Ouais. Ils ne sont pas que dans Bertrand, ils ne sont pas que dans Amélie, ils sont probablement dans plusieurs des personnages. C'est très difficile à dire toujours. Bien sûr, bien sûr. Paludia, je vous le rappelle, chers amis téléspectateurs, aux éditions Execo, nous recevons aujourd'hui Valérie de la Torre, alors avec elle nous parlons bien sûr de son histoire qui d'abord est une histoire qui consiste à écrire des livres pour les enfants et de l'écriture de son premier roman, Paludia, que nous décortiquons et dont nous allons vous donner envie, nous l'espérons, de partager un petit moment avec lui, pourquoi pas. Bon, je l'ai lu, je ne vous le cache pas, j'étais à Porto, j'étais au milieu du Douro, un petit peu comme nous sommes aujourd'hui presque au milieu de la Garonne, Oui. et c'était très agréable et je dois avouer que j'ai passé un excellent moment. Alors bien évidemment, il faut un petit peu de sexe dans ce livre, parce que passer de la sensualité à la sexualité, c'est souvent le cas.
Alors, nous sommes dans un carrellet, je vous le donne en Nous y mille, voilà. dont nous parlions, nous y voilà, et voilà un petit extrait de ce qui se passe dans ce carrellet. Nous sommes à la page 72. Juchés sur des pilotis, des carrelets émergeaient des berges, tels des échassiers sur leurs longues pattes. Que j'aimerais avoir une de ces cabanes de pêcheurs, confia-t-elle, c'est Amélie qui parle, en avançant sur le ponton de l'une d'entre elles. Quelques mètres carrés au-dessus du fleuve dans ce havre de paix. Ces cabanes s'appellent des carrelets comme les filets. Ça, c'est Bertrand qui répond. Oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Et vous croyez qu'on peut visiter? Un cadenas verrouillait le portillon d'accès. Je crois que la plupart sont fermés, précisa Bertrand, mais avec un peu de chance, allons voir les suivants. La descente du ponton les ramena sur le sentier. Aucune silhouette n'était visible aux alentours. D'un geste lent, Bertrand avança une main vers son visage. La peau d'Amélie avait la douceur de celle d'une pêche, et ses doigts s'attardèrent sur ce velours. Sa taille ferme et menue et ses attaches fines et graciles n'appelaient que délicatesse. J'avance un petit peu. Une envie palpitante montait en lui, et le corps d'Amélie pressé contre le sien l'appelait d'une ondulation fébrile. La fermeture éclair de la petite robe orange céda. Le vêtement aérien s'évanouit sur le sol avec la légèreté d'une feuille d'automne, bientôt rejoint par un soutien-gorge en dentelle sombre. Les seins arrogants d'Amélie s'épanouirent sur sa poitrine comme deux tournesols gorgés de soleil, tandis que ses jolies mains s'en prenaient au bouton de la chemise. Sa peau, d'une douceur magnétique, appelait Bertrand à des explorations dans la sensualité, le disputait à l'excitation. Nul promeneur ne fut témoin des petits gémissements qui s'échappèrent des fenêtres ouvertes du carrelet. Et quand bien même eût-il hasardé un regard curieux, il aurait aperçu un savant désordre de matériel de pêche et le vêtement éparpillé à la hâte, au milieu duquel deux corps emmêlés cherchaient un apaisement salvateur. Face à eux, la Garonne coulait impassible. Franchement, on s'y croirait, hein. Jean-Claude Marmier, qui suit un petit peu nos évolutions, là, est en train de se dire, mais c'est plus vrai que nature. C'est... Alors, comment faire pour être dans une sexualité qui n'est pas de la pornographie quand on écrit ce type de livre? Parce que finalement, on peut vite basculer de l'une à l'autre. Et justement, tu as bien réussi ton coup. Tu n'es pas tombé véritablement dans la pornographie. Alors, au moment où j'ai écrit cette scène, justement, quelque part, je m'étais mis des warnings dans ma tête en me disant attention à chaque phrase, il ne faut pas que ça bascule dans la pornographie. Donc j'ai été 3 fois plus vigilante sur l'écriture de cette scène que sur peut-être d'autres encore. Toujours garder une forme d'élégance, rester descriptive et à la fois suggestive. Enfin, voilà, essayer de... Oui, j'ai essayé de garder une certaine élégance qui fait que ça demeure une scène de sexe et non pas une scène pornographique. Est-ce qu'il était indispensable qu'il y en ait des scènes de sexe? À mon sens, il en fallait au moins une majeure. Est-ce que tu t'es dit ça va être vendeur? Ah, je n'ai pas calculé dans ce sens-là. Moi, je ne concevais pas de décrire une histoire de passion sans qu'à un moment donné, on ait un extrait, quelque chose qui bascule vers la scène de sexe. Parce que quand tu es un auteur comme toi, Oui. qui vit de cet art, tu es obligé de vendre aussi. Je suis d'accord. Tu es donc obligé de proposer quelque chose Ouais. qui effectivement va attirer le lecteur. Ouais. Là, tu es complètement à contre-emploi. On t'attend bien sûr dans une histoire d'adultère, un petit peu sur le sexe, mais ça t'a pas posé de problème. Tu en parles délicatement avec des mots à toi, qui sont, je le répète, des mots extrêmement féminins. Ah mais ça, je veux bien te croire. Je pense qu'un homme m'en n'aurait pas remets, décrit je m'en cette remets à ton regard scène de la masculin. même façon. Peut-être, ouais, probablement. Alors comme le temps tourne et qu'on a décidé d'avoir un format, tu sais, qui reste à peu près le même pour chaque interview, Bien je sûr. voulais lire un dernier extrait de cet ouvrage. Bon, la difficulté, tu sais, chaque fois qu'on fait ces interviews, ce n'est pas de faire 25 minutes. C'est de s'en tenir seulement à 25 minutes. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Et ma difficulté à moi, eh bien, celle-là. Alors, on va terminer par... il y a plein d'actualités dans ce livre dont on pourrait parler, mais j'ai voulu parler de la dépendance physique, parce que dépendance physique, il y a véritablement entre les deux amants, et une dépendance physique qui appelle à une forme de confusion assez extraordinaire, puisqu'au moment où Bertrand fait l'amour à sa femme, en réalité, il fait l'amour à Amélie. Et voilà ce que tu en dis à la page 87. Vers 2 heures du matin, son désir pour elle s'était fait trop pressant. Dans la chaleur des draps, il s'était rapproché de Véronique. L'apaisement physique enfin atteint, il était resté sur le lit les yeux clos, à repenser à ce qui venait de se jouer. Enlacer un corps à la place d'un autre, pénétrer l'une en pensant à l'autre, c'était odieux. Et pourtant, Bertrand l'a fait. Est-ce que l'homme est souvent odieux vis-à-vis de sa femme?
Encore une vaste question, je sais pas. Est-il trop... Ben oui, mais c'est toutes ces questions qu'on Oui, se oui, pose non, mais quand on est bien lit ton d'accord. ouvrage. Ce que je voulais, moi, c'était évoquer ça, parce qu'à un moment donné, peut-être que les femmes le font aussi, ou l'ont déjà fait, enfin, je ne sais pas. Se dire qu'à un moment donné, on est avec un homme, on pense peut-être à un autre. Ça a pu arriver. Les hommes également sont avec une femme. Peut-être qu'à un moment donné, ils pensent à une autre à ce moment-là, ce qui est terrible, ce qui est vraiment dramatique, je trouve. Et je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas l'évoquer, ne serait-ce qu'en quelques lignes. Donc c'est ce que j'ai fait dans cette scène-là. J'ai vraiment un tout petit passage pour dire qu'à un moment donné, sa dépendance physique, comme tu le dis, était si forte que même quand il était avec Véronique, il était avec Amélie. Voilà. Tu sais, finalement, ton livre remplace un sexologue, hein, en quelque sorte, d'une certaine façon, qu'on va voir trop souvent actuellement dès qu'on a un problème de couple, on essaie de résoudre le problème qui pourrait se résoudre simplement. On va toujours prendre une tierce personne. La littérature peut peut-être aider, pourquoi pas, résoudre ces problèmes-ci. En tout cas, Valérie Lator, nous étions absolument ravis de te recevoir ici sur les bords de la Garonne, dans ce carrelet. On va te souhaiter plein de ventes pour cet ouvrage, Palogia, dont je ne doute pas de la réussite, parce que moi j'ai pris vraiment un gros plaisir à le lire, en une petite semaine, en lisant une petite heure par jour. Je lis jamais très très vite. En tout cas, j'ai pris du plaisir à le lire. Et ceux qui vont te l'acheter, j'en suis convaincu, prendront aussi du plaisir à le faire. Alors je rappelle qu'il y a une page Babelio, c'est-à-dire Babelio c'est quoi? C'est un site où on peut donner son avis. Exactement. Je m'y suis trouvé récemment pour un de mes ouvrages dont je connais le problème. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Déposer un avis, bien sûr. Voilà. Éditeur Execo. Le livre se trouve en librairie. Exactement. Si jamais dans quelle librairie peut-on le trouver? Alors, j'ai peu de recul pour dire ça. Les écrivains souvent ne savent pas exactement dans quelle librairie se trouve leur livre. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que si votre libraire ne l'a pas, il est tenu de le commander. Et c'est un livre qui est commandable sans difficulté dans toutes les librairies de France. Sinon, vous pouvez le commander directement sur la boutique, sur le site de l'éditeur aussi. Voilà, c'était la première des rencontres de Christophe. Il y en aura d'autres, on l'espère en tout cas, pour cette année 2022. Et puis on reprendra sans doute le chemin des salons littéraires. On a un petit projet dans l'endroit où nous sommes allés l'an dernier. On va essayer d'y retourner. Il y aura du sport, bien évidemment. Il y aura de l'économie, il y aura tout ça dans les rencontres de Christophe. On se fait fort de vous le proposer. Je remercie l'ami Jean-Claude Marnier qui est dans l'ombre comme d'habitude, mais qui a fait ce petit montage et qui va vous proposer ces images très bientôt sur notre chaîne Aki Télé, la télé d'ici. Salut les amis, à bientôt. Au revoir.